Enfin, elle l'a fait. Bonjour à tous. Je reviens vers vous avec cette 15e vidéo sur l'assassinat de ma bien-aimée sœur Astrid à Calvi en Corse en novembre 2020. Pour plus de compréhension sur ce qui va suivre, je vous renvoie à mes précédentes vidéos dans lesquelles j'ai expliqué le drame épouvantable qui s'est abattu sur notre famille il y a 4 ans déjà et les raisons pour lesquelles nous avons contesté tant l'enquête préalable que la procédure d'instruction, car toutes deux veulent classer l'assassinat de notre sœur en suicide par immolation, orientation donnée dès le début de cette affaire. Pourtant, les pièces du dossier d'instruction que j'ai décortiqué en qualité de partie civile grouillent de preuves pour donner une orientation criminelle à cet horrible drame. Mais les gendarmes, le parquet et le juge d'instruction veulent nous faire croire qu'Astrid, présentée comme dépressive, voire carrément folle, se serait suicidée. Mais tout ça, c'est pour protéger, et nous en sommes certains, la personne dont le visage et le nom sont à l'écran, Marie-Françoise Savelli, gérante du Calvi Hotel, où Astrid a résidé les dernières semaines de sa vie. Astrid a été trahie par ses amis qu'elle était partie suivre en Corse, puis assassinée de la pire des façons. Souffrante d'un cancer, Marie-Françoise Savelli a vu dans la personne, que dis-je, dans les composantes du corps d'Astrid, qui tentait pourtant de la soigner gracieusement avec des médicaments homéopathiques, le remède miracle. Je vais vous faire un résumé du plan machiavélique qu'elle a mis en œuvre pour se débarrasser d'Astrid. Et je n'invente rien, tout ceci provient de l'analyse des factures détaillées et des bornages du téléphone d'Astrid présents dans le dossier d'instruction. Le 30 octobre 2020, vers 18 h, Marie-Françoise Savelli a envoyé Astrid acheter, outre ses couches pour incontinence urinaire ou fécale, ce que l'enquête n'a bien entendu pas déterminé, un jerrycan d'essence dans une station-service. Ce même jour vers minuit, Marie-Françoise Savelli a organisé l'agression d'Astrid dans sa chambre du Calvi Hotel où elle l'a séquestrée pendant quelques jours, le temps de préparer son exécution. Le 2 novembre, vers 4 h du matin, Marie-Françoise Savelli a fait transporter Astrid à 200 km de Calvi, à Propriano exactement, pour la vider de son sang et prélever son foie, ce qui a conduit à sa mort inexorable. Le 3 novembre, vers 3 h du matin, Marie-Françoise Savelli a fait ramener la dépouille d'Astrid et l'a cachée de la vue des passants derrière les bosquets du parking déserté qu'a fermé de son hôtel. Puis le 5 novembre, aux environs de 20 h 30, Marie-Françoise Savelli a mis la touche finale à son plan qu'elle croyait génial pour cacher la vraie cause de la mort d'Astrid, exsanguination et prélèvement d'organes, en tentant de brûler son corps avec le carburant qu'elle avait envoyé acheter quelques jours plus tôt. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle avait prévu dans son esprit dérangé. Un témoin courageux a éteint le feu et le corps d'Astrid a été miraculeusement préservé, laissant voir les entailles dans sa cuisse droite et son abdomen. Depuis novembre 2020, nous luttons pour que la vérité, la vraie, et non pas la vérité judiciaire, éclate dans ce dossier et que justice soit rendue à notre sœur. Et enfin, après plusieurs mois d'attente, elle l'a fait. Qui, elle? Il ne s'agit malheureusement pas de Marie-Françoise Savelli, que pourtant j'accuse publiquement et depuis plusieurs mois maintenant d'être la commanditaire de l'assassinat d'Astrid, dans l'attente, si elle est femme, qu'elle porte plainte contre moi, Annick Zokanga, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Ceci afin qu'elle explicite ses dépositions très interpellantes devant des autorités judiciaires autres que celles de Corse, qui sont étrangement très conciliantes, voire très protectrices avec elle. Non, Marie-Françoise Savelli reste planquée dans son antre et ne réagit pas face à une accusation aussi infamante. Mais par son silence, elle confirme l'adage populaire « qui ne dit mot consent ». Mais elle ne perd rien pour attendre, la Savelli. Si elle devait passer de vie à trépas avant que cette affaire ne trouve son épilogue, elle n'est pas prête pour ce qui va lui arriver de l'autre côté du miroir. Non, je parle de la juge d'instruction. Elle a enfin rendu son ordonnance de non-lieu le 6 décembre 2024. Tout ça pour ça. Et je ne vous étonnerai pas en disant que les motifs de son ordonnance, les raisons sur lesquelles elle fonde sa décision de non-lieu, ont été battus en brèche par tous les éléments factuels du dossier d'instruction que j'ai dévoilés dans les différentes vidéos que j'ai faites. Pourquoi avoir attendu près de 2 ans pour rendre une ordonnance dans laquelle elle écrit ce qu'elle avait annoncé oralement depuis février 2023? Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, c'est juste une stratégie pour perdre du temps, pour que les preuves se délitent. C'est une nouvelle illustration, s'il en a encore de besoin, de sa volonté
comme les gendarmes et le procureur avant elle, d'étouffer cette affaire. De plus, elle a tout fait pour que cette ordonnance ne nous parvienne pas. En effet, notre maman, partie civile comme nous, était décédée en décembre 2022, ce qu'elle savait puisque nous lui avions annoncé lors de la réunion qu'elle avait organisée en février 2023. Pourtant, elle a quand même notifié l'ordonnance de non-lieu des 5 parties civiles à son ancienne adresse. Pour moi, elle espérait sans doute que nous ne recevions pas ce courrier et que le délai imparti de 10 jours pour interjeter appel de cette ordonnance soit expiré. Mais manque de peau pour elle, un heureux concours de circonstances a permis que nous ayons cette décision à temps. C'est dire qu'une fois encore, les étoiles se sont alignées en notre faveur. Je ne peux pas dévoiler tous les motifs de contestation de cette ordonnance. Je ne vais en donner que 2. Premier motif. Dans sa tentative désespérée de détourner l'attention du Calvi Hotel et donc de Marie-Françoise Savelli, elle a indiqué dans son ordonnance de non-lieu que la dernière adresse d'Astrid était l'hôtel Le Home. Elle avait fait la même erreur, ou plutôt le même lapsus, dans son ordonnance de rejet des demandes d'actes du 7 septembre 2023, ainsi que dans son ordonnance de restitution des scellés du 11 septembre 2023. Erreur qu'elle n'a pas vue en 4 ans d'instruction. Deuxième motif de contestation de cette ordonnance, elle a osé écrire qu'Astrid, et je cite, avait dépensé près de 29 000 € par carte bleue, essentiellement pour des achats alimentaires. Cette magistrate ment comme une arracheuse de dents. Qui peut croire qu'une personne prétendument seule puisse dépenser en 3 mois 29 000 € pour manger? Les pièces du dossier d'instruction contredisent ces affirmations. Elle cherche en vérité à cacher qu'Astrid a donné 7 050 € en liquide à un ou des bénéficiaires qu'elle a bien entendu pas recherchés et donc pas identifiés. Elle cherche aussi à cacher qu'Astrid avait réglé 12 320 € par CB, mais aussi par 2 chèques de 2 600 et 8 500 € pour 24 jours d'hébergement, et je vous le donne en 1000, au Calvi Hotel bien sûr. Avant de finir, je ne résiste pas au plaisir de lire les motifs de sa décision. Et je cite, « Les nombreuses investigations réalisées, tant lors de l'enquête que sur commission rogatoire, n'ont pas permis d'établir que la mort d'Astrid Zokanga soit d'origine criminelle. Les investigations qui se sont attachées à déterminer son emploi du temps plusieurs heures avant sa mort, sa localisation lors de son séjour en Corse, ainsi que ses points de chute, les éventuelles relations et rencontres qu'elle aurait pu y faire. Toutes les vérifications ont pu être faites quant à la téléphonie d'Astrid Zokanga ou relativement à ses comptes bancaires. Tant ces éléments d'enquête que les conclusions médico-légales et constatations sur le lieu des faits permettent d'exclure toute intervention d'un tiers dans la survenue de la mort d'Astrid Zokanga. À l'inverse, plusieurs éléments sont en faveur de l'hypothèse, hautement probable, du suicide de la jeune femme. Plusieurs témoins ont décrit son comportement parfois incohérent, outre le fait qu'elle paraissait isolée dans une région qu'elle ne connaissait pas et où elle n'avait aucune attache. Les parties civiles, pour réfuter l'hypothèse retenue du suicide, avancent l'idée d'un complot et d'une volonté de la part des autorités de gendarmerie et de justice de dissimuler les éléments de preuve permettant d'accréditer la piste d'un assassinat. Or, aucun élément de la procédure ne permet de conforter cette hypothèse. Dans ces conditions, un non-lieu sera ordonné. Je vous pose la question et vous invite à y répondre dans la boîte de dialogue de cette vidéo. Cette magistrate a-t-elle eu seulement la volonté de caractériser l'intervention d'un tiers dans la mort d'Astrid quand dans son ordonnance de rejet d'acte du 7 septembre 2023, elle a refusé toutes nos demandes, comme celle de faire des recherches ADN des cheveux de la brosse rose trouvés dans la chambre d'Astrid, de faire des recherches sur la poudre blanche dans le bocal trouvé près de son corps, qui pourrait être un activateur de feu, et de manière générale, la désinvolture avec laquelle elle a mené cette instruction, car elle a négligé, comme par hasard, d'interroger sérieusement Marie-Françoise Savelli et son personnel, certainement aux ordres, sur leurs déclarations ahurissantes au sujet des événements survenus dans le Calvi Hotel avant et après la mort d'Astrid, comme son enfermement soi-disant volontaire dans sa chambre, la présence dans celle-ci d'une télévision cassée et sa rénovation après les faits, alors que soi-disant tout y était propre et que rien n'y s'était passé à l'intérieur. Et pour finir, identifier l'utilisateur ou trice du téléphone d'Astrid qui a continué à borner une semaine après sa mort. Enfin, pour justifier sa décision, elle avance, salissant ainsi la mémoire de notre sœur, qu'Astrid était dépressive, voire carrément dérangée, alors qu'elle ne produit aucune expertise psychiatrique pour le confirmer,
se fondant sur des témoignages pourtant sujets à caution de, toujours la même, Marie-Françoise Savelli et de son personnel. Comme le chien qu'on accuse de rage pour le noyer, on accuse Astrid de folie pour étouffer cette affaire. À cause de cette ordonnance de non-lieu scandaleuse, je me demande ce qu'est devenue la magistrature française. Je suis moi-même juriste de formation, puisque j'ai un DEA et un DESS de droit. Mais à mon époque, j'ai vu des condisciples travailler dur pour préparer le concours de la magistrature. Parce que notre génération a été fascinée par des juges comme Eva Joly, Renaud Van Riebeeck et le juge Thierry Jean-Pierre. Où sont passés l'honneur, la combativité, le refus de se soumettre aux puissances de l'argent pour défendre les victimes? Cette magistrate n'est pas à la hauteur des importantes missions qui lui sont confiées. Elle a piétiné le droit, le juste et le vrai. Nous avons bien sûr interjeté appel de cette ordonnance inique. Le combat continue car nous gardons espoir que d'autres magistrats, indépendants et honorables, mettront un point d'honneur à respecter la déontologie de leurs fonctions et rendront justice à Astrid Zokanga. Merci pour votre écoute et pour vos partages, car c'est la seule façon de briser l'omerta médiatique sur l'assassinat d'Astrid.